Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il n'y a ni justice ni liberté lorsque l'argent est roi. Albert Camus, dont nous fêtons cette année le 60e anniversaire de sa disparition. En écrivant ces quelques lignes, je me suis dit que finalement je pouvais reprendre les discours des années passées. Depuis que Macron est au pouvoir, chaque première ligne de nos discours politiques inscrivent à l'encre noire la colère et les messages d'espoir portés par l'élan populaire qui, d'année en année, se renforce, se solidarise, se fortifie et converge. Réforme chômage, réforme de la fonction publique, réforme retraite, toutes guidées par la loi du fric. Alors que nous pensions notre société noyée dans l'individualisme d'un monde de consommation effréné, coupée des besoins réels, l'espoir reprend vie dans la rue, les chants des manifestants sonne la soif de solidarité, de sens commun. On est là, chantent les manifestants qui défendent les retraites mêlées aux gilets jaunes. Et même si le combat est rude, il ne faut rien lâcher, car Macron, lui, compte sur l'essoufflement du mouvement pour passer en force sa réforme. Quand le gouvernement Macron cessera-t-il de faire la sourde oreille face au peuple ? Les sondages le disent, une majorité de la population rejette le projet de saccage du système de retraite par répartition et la perspective de toujours travailler plus pour gagner moins. Même le Conseil d'État critique sévèrement cette réforme, écrite sur des projections lacunaires, pour ne pas dire douteuses. 60,2 milliards d'euros, ce sont les dividendes reversés par les entreprises du CAC 40 aux actionnaires et pas un centime dans notre système de retraite. Et on nous demande à nous, les gens de la classe moyenne, les précaires, les femmes, de travailler jusqu'à l'usure pour une retraite à faible taux, mais peu importe, puisqu'on sera trop vieux et trop vieille pour en profiter. Mais nous ne sommes plus nombreux qu'eux, il nous faut ne rien lâcher parce qu'une autre réforme des retraites est possible, celle de la justice sociale au service du peuple et non des riches. Ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas seulement là de propos relevant de la politique générale, qui serait sans intérêt pour les débats de notre Assemblée départementale. Ce qui se passe aujourd'hui, ces réformes qui se succèdent, elles entraînent notre société dans la spirale de la précarité. Et notre collectivité, chef de file des solidarités, se retrouve alors en premier plan à devoir gérer les conséquences de ces décisions nationales. Parlons par exemple de la réforme chômage. L'État exige 3,4 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. 400 000 travailleurs précaires verront leur indemnisation réduite de 30%. 500 000 privés d'emploi actuellement indemnisés vont perdre la totalité de leur allocation car il faudra travailler 6 mois au lieu de 4 pour ouvrir des droits. De quoi vivront-ils ? Du RSA. Qui paie le RSA ? Les départements. Et même si le RSA doit être valorisé dans la loi de finances, les dépenses ne sont toujours que partiellement compensées. Notons toutefois que le RSA a été recentralisé à l'État pour les départements de la Guyane et de Mayotte. La gestion de leurs dépenses étant désormais sous la responsabilité du directeur de la CAF et non du président du conseil départemental. Il s'agit donc pour nous, élus départementaux, d'être en mesure de protéger les moins chanceux d'entre nous pour leur garantir un minimum de dignité de vie, de quoi manger, se nourrir, se vêtir et offrir une chance de réussite à tous les enfants. Je dis les moins chanceux, car qui aujourd'hui peut se prévaloir de ne jamais un jour risquer de se retrouver dans une situation difficile ? Un exercice devenu compliqué à mener, car là aussi la loi du fric s'impose à nous. Et au lieu de nous accompagner dans nos dépenses des solidarités, l'État fait le choix de contraindre toujours plus nos dépenses avec le pacte de Cahors et cette règle d'or des 1,2% de dépenses à ne pas dépasser, comme si au-delà, ce serait de l'argent gaspillé. La réalité est que cette règle d'or, tout comme la réforme fiscale qui nous prive du pouvoir fiscal, sont autant de mesures qui méprisent toute inventivité concrète. Elles méprisent les élus locaux dans leur capacité à gérer les budgets et créer des réponses adaptées aux besoins de la population de leur territoire. Elles brisent la relation de confiance instaurée entre l'État et les élus depuis la décentralisation. À cela, nous devons ajouter les contractualisations dans le cadre du plan pauvreté, de la protection de l'enfance et du grand âge qui devront être financées à hauteur de 50% par les départements. Quand le pouvoir de l'élu local est menacé, c'est toute notre démocratie qui se retrouve en danger. Qu'il s'agisse de la loi NOTRe ou de la loi dite 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration.
qui devrait s'appliquer après les élections municipales. Elles nous conduisent toutes deux vers une transformation de notre système démocratique où la proximité et la souveraineté du peuple sont menacées. Ainsi, les nouvelles agglomérations, fusions des communautés de communes voulues par la loi NOTRe, ne seraient plus des instances de coopération entre les communes, un lieu où les maires et les élus municipaux se retrouvent ensemble pour décider d'un projet commun qui pourrait rendre un service meilleur à la population. Non, elles seront désormais basées sur les compétences et non plus sur la représentation de ces territoires. Certains se voient déjà trier les élus sur le volet pour donner le pouvoir aux élus experts, aux techniciens élus. Le peuple, dans toute sa représentation, n'y aurait donc plus toute sa place. Voilà comment on renforce encore un peu plus le côté technocratique et désincarné de notre démocratie. Dans ce contexte, je vous laisse imaginer la place qui sera laissée aux femmes dans notre société encore très patriarcale. Je parlais à l'instant de la nécessité de placer notre collectivité comme rempart de ces logiques nationales. Il ne s'agit pas là de vains mots. Cela doit se traduire par des actions concrètes qui devraient être partagées par l'ensemble des élus locaux. J'y crois, je veux y croire et pourtant, il y a quelques semaines, nous avons collectivement voté une motion exprimant la nécessité d'un rapprochement des bailleurs sociaux publics entre eux à l'échelle du département, dans le cadre de la loi Élan. L'objectif était de faire face ensemble aux enjeux à venir. Faut-il le rappeler, cette loi signe l'orchestration vers la privatisation du logement social. Je veux simplement exprimer ici ma profonde déception suite au choix retenu d'une majorité d'élus communautaires, toutes tendances politiques confondues, de se tourner vers un bailleur privé. Les ESH, entreprises sociales de l'habitat, ont été dénoncées lors de leur création comme des outils d'amorce à la privatisation du logement social. Voyez comment le système se met progressivement en place au fil des années des lois qui se succèdent. Une profonde déception, car nous avions là la possibilité de renforcer ensemble le secteur public de l'habitat et de garder la maîtrise publique de la politique sociale du logement, dont la première mission est de garantir un toit pour tous, d'accompagner les plus démunis dans leur parcours logement, qui est souvent d'ailleurs une clé d'entrée pour mettre en place avec les partenaires des dispositifs d'aide à la réinsertion. Alors en cette nouvelle année, j'émets le vœu avec mes camarades que les discussions engagées au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc ne prennent pas le même chemin. Nous sommes à une période charnière de l'histoire de notre République. Le processus s'accélère depuis Macron, pur produit du capitalisme. Il nous faut agir collectivement si nous voulons résister à ce rouleau compresseur des politiques publiques qui nous amène vers une régression sociale. Il est nécessaire de pousser jusqu'au bout l'analyse critique des lois qui s'imposent à nous, afin de nous emparer ensemble de propositions alternatives partout où le risque est de casser notre bien commun, notre système des solidarités. De la même façon, nous devons aborder la question de la protection de l'enfance sous un angle sociologique et non polémique, comme le fait Indria Taquet, secrétaire d'État, en n'ayant pas d'autre mesure à proposer que celle du contrôle, en réponse aux maux de notre société. Il ne faut pas croire que la crise sociale qui transperce notre société n'a pas d'effet sur l'évolution des besoins en matière de protection sociale. Nous sommes là dans un cercle vicieux où l'État doit prendre conscience de ses responsabilités. Au-delà de cet état de fait, notre société évolue et le rapport de l'enfant à l'adulte et inversement a changé lui aussi, remettant en cause l'autorité naturelle de l'adulte, un phénomène que l'on retrouve dans toutes les classes sociales. Je parlais tout à l'heure d'inventivité concrète, c'est de cela dont nous avons besoin. Nous devons pouvoir imaginer de nouvelles actions pour inventer les solidarités qui vont avec notre société en mutation. Il nous faut pouvoir expérimenter. Et pour avoir échangé avec les travailleurs sociaux du CDEF, je sais que nous pouvons compter sur eux et sur leur expérience pour être force de proposition. J'étais d'ailleurs présente aux vœux de la Fondation Bon Sauveur. Le nombre de jeunes accompagnés a augmenté de 8%. La plupart pour addiction. Je citerai Xavier Pomereau, psychiatre, pour qui les principes généraux d'une prise en charge adaptée reposeraient sur la diversification des soins, sur la recherche d'une alliance thérapeutique avec le sujet et son entourage, sur l'offre de lieux et d'espaces institutionnels de médiation et sur l'acceptation partagée par tous de donner du temps au temps. Et j'ajouterai des moyens financiers et humains, cela va sans dire. L'État doit donc être au rendez-vous. Les équipes pluridisciplinaires, éducatives et thérapeutiques semblent faire leurs preuves. La médiation animale est aussi source de réconfort pour les enfants souffrant de carences éducatives et affectives.
Il y a tellement de pistes à explorer. Enfin, j'aurai un mot sur l'éolien qui fait les pages d'actualité cette dernière semaine. Permettez-moi, au nom de mon groupe, d'émettre quelques inquiétudes quand on entend déjà que l'électricité livrée sera la plus chère d'Europe. 155 € le mégawattheure contre 50 à 60 € sur le marché européen, et que la société espagnole Iberdrola, actionnaire d'Elmarine, choisie pour mener à bien ce projet, viendrait de racheter des parts de ses partenaires pour devenir archi-majoritaire et donc seul décisionnaire. Je rappelle que des 3 projets éoliens en mer actuellement en cours en France, le projet de la baie de Saint-Brieuc est le seul qui soit conduit par une entreprise privée étrangère, les autres étant livrés à Engie et à EDF. On peut légitimement s'interroger sur la maîtrise publique de l'énergie produite. Par ailleurs, l'éolien en mer se ferait au détriment des projets d'éolien en terre, alors qu'on ne mesure pas précisément l'impact écologique en milieu marin et qu'il représente une menace pour les pêcheurs bretons déjà sous la coupe du Brexit. Ajoutez à cela les conclusions de l'expert et membre du Haut Conseil pour le climat, Jean-Marc Jancovici, que je cite, « S'il y a un truc qu'il faut arrêter tout de suite, c'est l'éolien offshore. L'éolien offshore, aujourd'hui, c'est 25 milliards d'argent public. Avec les 25 milliards d'euros en question, vous avez de quoi payer 6 000 € de prime de conversion du fioul à la pompe à chaleur aux 4 millions de ménages français qui sont chauffés au fioul, qui sont souvent des ruraux, souvent des précaires et souvent des gilets jaunes, soit dit en passant. » Fin de citation. Avouez qu'il y a de quoi émettre de sérieuses réserves sur ce projet. Je vous remercie de votre attention et renouvelle à chacun d'entre vous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous adressons à l'ensemble des costarmoricains et costarmoricaines des vœux de justice sociale, de fraternité et de paix. Blaveusmat, Yaredmat, chance, prospérité, à Barados, à Roquefinarvué.